D'abord, bonjour à tous. Je voudrais simplement, non pas commenter cette excellente interview, mais dire que, effectivement, ça me semble très intéressant. Et faire peut-être une annonce, parce que je ne vais pas en parler dans l'intervention, mais j'ai quand même envie de le dire. On prépare un e-books pour 2017 sur Gaston Bessette, à la fois les temps de l'or, et surtout un inédit 1925, parce qu'on va faire une exposition. Et on pourra d'autant plus, je pense, le réaliser qu'avec le système, qu'on a un système pour diffuser des livres pour les malvoyants, avec la version XC2, et ce système permet aussi de faire des e-books. Donc on travaille là-dessus. J'espère qu'en 2017, bon, c'est un peu une avant-première, je ne peux pour l'instant dire à personne, mais qu'on pourra, après l'exposition, éditer à la fois un inédit, parce que c'était la première version des Temps de l'Or, qui est un roman complètement différent de 25 par rapport à celle qui est publiée en 46, et puis l'édition de 45-46, un éditeur suisse qui a disparu, donc en 2017 ça devrait être bon, Gaston Bessette n'a pas de descendant. On éditerait donc les Temps de l'Or. Voilà. Alors c'est un auteur certes local, mais qui avait quand même eu un succès à l'époque au niveau national, même si maintenant il est un petit peu oublié. Mais enfin, c'est quand même un auteur auquel on tient. Voilà. Donc ça, c'était simplement un commentaire, sans, bien sûr, j'ai été très apprécié beaucoup ce que j'ai écouté. Alors maintenant, une politique documentaire du livre dans les médiathèques de Montpellier. Une politique modeste, et oui, même à Montpellier, on peut être modeste. Je sais que ça va faire sourire beaucoup. Qui veut élever en un instant une flamme puissante, commence par l'allumer avec de faibles brins de paille, disait William Shakespeare. Alors vous allez voir les brins de paille. Alors ça commence par une politique d'expérimentation de longue date. Sur le numérique, le réseau des médiathèques a toujours bénéficié des atouts suivants. On a eu quand même toujours des élus convaincus, une équipe de direction convaincue, donc une volonté d'expérimenter. Et quand même si on expérimente des choses qui peuvent ne pas être liées à des grands systèmes, à des CGB, à des portails, je crois que c'est quand même bien d'avoir des portails totalement aux normes, rénovés. On a pu d'ailleurs à la fois informatiser, réinformatiser, grâce, il faut bien dire, à la volonté de la collectivité et aussi au crédit de l'État dans le cadre de la bibliothèque numérique de référence. Alors là, on va remonter un peu à l'histoire ancienne, c'est les passages des tours de CD-ROM aux ressources en ligne à proprement parler. On maintenait les ressources en ligne qui ne décollaient pas, donc on va essayer de leur trouver leur chance. C'est toujours la question, est-ce qu'on garde des ressources qui ne marchent pas, combien de temps on les garde, voilà, c'est toujours ça. Beaucoup de réflexions, de tâtonnements, quelques succès, pas mal d'échecs aussi, mais enfin bon, c'est ça l'expérimentation. Un travail de recherche, de correction, de bugs, d'adaptation du matériel, tout ça renouvelé en permanence. En 2006, choix du téléchargement très tôt, choix des jeux vidéo dès 2008, choix de la consultation à 2010, parce que bon, je pense que, effectivement, les éditeurs qui nous proposaient, qui voyaient simplement les bibliothèques donner des ressources numériques dans l'enceinte de leur bibliothèque, se trompaient, je pense, totalement par rapport à ce que demandent les usagers. Alors, une amplification de l'expérimentation, je pense, après 2010, grâce aux outils qu'on a pu avoir, que j'ai décrits, hein, parce que je pense que les outils, j'allais dire, intégrés sont aussi importants, même si on les associe. Achat d'ISO des tablettes en 2011. Choix de la connexion via une authentification unique depuis le portail pour toutes les ressources numériques. Prêt de liseuse en 2012. Participation dans la correction du CNL. La bibliobox, dont je vais parler, faire un bilan, puisqu'on fait dans 4 équipements et depuis plusieurs années. Les tablettes en 2014, PNB, qui est très important, hein, là c'est pas libre, mais je pense qu'il vaut mieux avoir PNB dans les bibliothèques que pas avoir de ressources numériques. Après, il faut aussi se battre pour faire peut-être évoluer le droit, pour qu'il soit effectivement plus favorable aux bibliothèques. Mais je pense que c'est quand même mieux déjà de passer par la PNB. Très grand succès, hein, très petit, très grand succès. Projet de Fab Lab, donc on travaille avec un Fab Lab, hein, sur effectivement la 3D. Actuellement, on commence à travailler à un géoprojet en collaboration avec la bibliothèque de Nîmes, mais ça, notre collègue l'évoquera. Il évoquera surtout ce projet à lui, mais enfin, on peut le citer, je tiens à le citer, même si on n'en est qu'au début. Et on a un atelier dans la médiathèque féminine, qui est la médiathèque Image en Mouvement de notre réseau, avec Montpellier Livre, qui va intervenir cet après-midi. Il y a aussi une expérimentation de la construction des politiques documentaires, qui se fait par groupe restreint, hein, qui se faisait, y compris pour les ressources numériques. On est passé, si vous voulez, je vais résumer très vite,
par une commission, par des commissions, comme on a des commissions pour les autres thèmes. Ce n'est pas encore intégré l'histoire, ressources numériques, histoire, quelle que soit la ressource. Ça le sera à terme, mais pour l'instant, on a des ressources, des commissions, comme on a une commission bande dessinée, adulte, jeunesse d'ailleurs, on a aussi une commission, deux commissions sur les ressources numériques, on a aussi effectivement des commissions sur les jeux de société, sur les jeux vidéo, donc deux commissions. Alors le souhait, c'était de construire un équilibre entre le libre et le sous-droit, c'est-à-dire d'utiliser les deux, et dans la limite quand même effectivement des moyens. Je pense que le collègue a rappelé que les moyennes bibliothèques n'avaient pas un certain nombre de moyens, les grandes n'ont pas toujours les moyens humains de faire certaines choses, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on ne peut pas tout faire. Et enfin, le souhait, c'était de trouver cet équilibre. Alors, en se posant les questions, parce que je pense que sans idéologie, parce que je pense qu'il faut s'abstraire de toute idéologie, du moins essayer, mais il faut quand même se poser quelques questions et avoir quand même au minimum des axes. Qu'est-ce qu'on souhaite mettre en avant comme valeur? De quoi ont besoin nos usagers? Ça, c'est vraiment très important. Quelles sont les demandes non formulées? Je crois qu'il faut quand même... on ne peut pas s'abstraire quand même de la demande. On peut l'aider, mais enfin, je pense qu'on doit partir quand même aussi de la demande et avoir un équilibre entre les deux. Quelles sont les tendances d'avenir ou porteuses pour la construction d'une société citoyenne? Et je pense que ces questionnements valent dans nos acquisitions, dans nos politiques d'action culturelle et dans le programme scientifique. Donc l'équilibre est à trouver entre, j'allais dire, le box-office et les choses qui sont moins demandées mais qui pourraient l'être, et puis les choses qui ne seront jamais demandées et que peut-être on ne présentera pas, ne seront jamais demandées, même si les gens pensent qu'ils ont écrit des choses géniales. Sur la question des valeurs, bien sûr, on se réfère au manifeste de l'UNESCO, donc je ne vais pas vous le relire, mais vous pourrez le relire. Je pense que c'est bien d'avoir, comme il n'y a pas de loi sur les bibliothèques, je pense qu'il faut se référer aux textes qui existent. Mais aussi, bien sûr, on s'appuie sur la politique culturelle portée par nos tutelles, notamment, évidemment, par la métropole. On a donc un partenariat avec la Dulac, on l'accueille régulièrement pour le livre. On a un partenariat avec le FALA Montpellier-Rhin, on travaille aussi avec Montpellier, on l'a dit. Et donc, tous ces éléments-là, avec une volonté forte des professionnels, je crois qu'il y a vraiment une envie d'aller très, très loin parmi nos collègues, parfois plus loin qu'on ne peut aller, donc des fois on est plutôt obligé de freiner, des fois on fait accélérer, mais on fait souvent freiner aussi, donc c'est un peu le rôle des directeurs, pour à la fois soutenir ces projets, et on l'a donc, le cœur quand même de tous ces projets, c'est les initiations multimédia qui se font sur des logiciels libres. C'est vraiment ça le cœur dans une bibliothèque qui existe déjà beaucoup et qu'il faut développer. Je crois que c'est quand même le cœur de l'apport du libre. Après, il peut y avoir d'autres projets incluant des droits et des DRM, et le tout dans le respect strict des lois françaises. On est pour le respect de la loi. Je le dis parce que des fois, on a quand même l'impression que certains... voilà. Alors après, on peut, dans les associations professionnelles, se battre pour faire évoluer les lois. Mais c'est autre chose. Alors les objectifs, éducation, citoyenneté, réduction de la fracture numérique. Il semblait important pour le réseau de s'inscrire dans un mouvement autour de la diffusion de logiciels libres, de ressources complémentaires aux collections, de la médiation autour de la mission du droit d'auteur, et dans un mouvement plus vaste d'inclusion numérique du réseau des médiathèques de Montpellier Métropole. Donc ce dossier-là est inclus vraiment dans quelque chose de beaucoup plus vaste, et avec quand même un mot-clé qui est apparu plusieurs fois, c'est qu'effectivement, qu'il soit libre ou non libre, le mot-clé, s'il n'y a pas de médiation, s'il n'y a pas de matérialisation de l'offre numérique, eh bien, elle a un succès moindre, ou elle n'a pas de succès, ou même quand elle a du succès, on pourrait en avoir encore plus. Donc je pense que c'est... Et puis qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le métier de bibliothécaire? Je pense que c'est la médiation, qu'elle soit numérique ou pas. Alors ceci a plusieurs titres. Donc bien sûr, pour réduire la fracture numérique, il y a des logiciels accessibles par tous. Donc ça, c'est le facteur économique, parce que bon, effectivement, on a donc quelque chose de gratuit, et puis quelque chose peut-être de plus souple aussi, même si il faut avoir effectivement des systèmes intégrés, ce que j'ai dit au début. Contribuer à une meilleure connaissance du droit pour les générations qui s'en affranchissent. Je pense aussi qu'on a aussi éveillé au respect du droit à ces notions-là. Après, on peut susciter la réflexion et le débat, ça c'est le facteur citoyen. J'ai dit qu'effectivement, on peut ne pas être d'accord sur certaines parties du droit et aussi militer pour le faire évoluer.
Et puis, favoriser la réappropriation de contenu, ça c'est le facteur éducatif, et j'allais dire c'est un facteur traditionnel qui existe depuis le début des bibliothèques, la réappropriation des contenus. Et donc il faut simplement le faire de façon, j'allais dire, actuelle, c'est-à-dire avec les outils contemporains et qui seront de plus en plus numériques. Alors un choix qui a se porté sur le livre depuis de nombreuses années, donc là, les initiations multimédia, j'en ai parlé, on utilisé un certain nombre de logiciels, je ne vais pas tous les citer, mais on a cité ceux, mes collègues ont bien voulu m'indiquer tous ces logiciels qu'on utilisait, donc vous voyez que ça en fait quand même, hein. Donc il y a à la fois de la 3D, il y a beaucoup de choses, hein. Je ne vais pas les décrire un par un. Après, on a quand même dans l'utilisation de ces logiciels, si vous voulez, quelque chose qui est, c'est ça que je voudrais insister, c'est qu'on a du mal à faire comprendre parfois aux usagers et qu'on ne peut pas utiliser des logiciels propriétaires. Par exemple, on fait beaucoup de choses sur l'apprentissage informatique en retour à l'emploi, donc on a un service emploi-formation. Là, il y a des choses qu'on ne peut pas utiliser parce que c'est des logiciels propriétaires. Donc il faut faire comprendre qu'on utilise ce qu'on peut faire comprendre. Et donc il y a une veille pour trouver les choses qui peuvent être utilisées dans les domaines dans lesquels on veut agir. Là, je parlais d'emploi de formation, ça peut être sur d'autres thèmes. Alors, un focus sur la bibliobox qui a déjà été évoqué. Bon, notre collègue de l'ESSID a bien voulu expliquer exactement ce que c'était, donc je n'aurais pas du tout à le rappeler. Alors, c'est issu du groupe Innovation en 2013. Bon, c'est un groupe permanent qui existe, hein, qui a d'ailleurs été réformé. Actuellement, avant, il y avait deux groupes. Il y en avait un qui était sur l'innovation numérique et l'autre non numérique. Et là, on vient de fusionner les deux groupes avec une organisation qui ne sépare pas ce qui est numérique et ce qui n'est pas numérique. Ça a été mis en place sur 4 médiathèques, donc la médiathèque centrale et Isola, donc et la médiathèque Féminin, qui sont les deux centrales du réseau de Montpellier Méditerranée Métropole, et à la médiathèque Rousseau et Shakespeare à Montpellier, dans des quartiers, j'allais dire, plutôt populaires. Le projet fut commun pour le matériel, l'habillage et la gestion des premiers contenus. Chaque médiathèque a ensuite mis en place un fonctionnement propre pour faire vivre le projet dans sa médiathèque. Alors, habillage et matérialisation physique, choix de 2 matérialisations physiques, différentes seulement, pour garder une identité commune au réseau. Parce qu'on essaye à la fois, comme dans toute chose, quand on est dans un réseau de 14 médiathèques, on essaye à la fois d'avoir une politique de réseau et de garder une identité à nos différents établissements. Donc il y a toujours aussi un équilibre à trouver, comme entre le livre et ce qui est sous droit. Alors, il y a 2 versions pour le présenter, parce qu'il faut que ça soit visible physiquement, même si c'est très peu de choses, c'est effectivement une carte, donc c'est tout petit. Mais il y a une version sur pied de type lampadaire, donc effectivement, un peu, voilà, là on entre et on voit un lampadaire dans la bibliothèque, donc c'est quand même c'est très visible. Il y a une version en cadre à mettre au mur ou en vitrine, là on a l'impression d'exposer quelque chose et qui est lumineux, donc ça aussi ça peut attirer le monde. Et bien sûr, tout ça, on traite bien sûr la question technique, c'est-à-dire où est véritablement la borne, et bien sûr tout ça passe en CSS, puisque vous savez que c'est réglementaire. Alors, le travail de sélection et contenu, bon là, là on a expliqué un petit peu comment on le faisait, mais là c'est ce qui est très important. L'objectif est de proposer une sélection de ressources numériques libres à télécharger, dont les bibliothécaires décident de faire la médiation, selon des critères de pertinence qui font leur travail de veille analytique. On avait déjà traité donc, les problèmes juridiques, mais on a sensibilisé au niveau des équipes, parce que le but, c'était pas que dans ces médiathèques, ce soit simplement connu par ceux qui avaient mis en place le système et que ce soit 2 ou 3 personnes. C'est ça qui est en cours et qu'on va essayer encore d'approfondir. Parce que dans ce domaine-là, souvent, il y a des gens très très motivés, ils sont connus, ils connaissent la chose, ils arrivent à convaincre 2 ou 3 personnes et après les autres, ils savent à peine que ça existe, ça tient le lampadaire et la médiation, voilà, parce que c'est quand même compliqué, c'est une évolution quand même des usages. Donc là, tout le travail de formation a été très très important et il doit être j'allais dire, éternel. Il doit être renouvelé. Donc un tableau de veille partagé, puisqu'on a plusieurs équipements, pour garder une mémoire des ressources qui sont commentées en mise en ligne dans les tables. Ce tableau est donc bien sûr conçu pour mutualiser les sélections, qui peuvent être réutilisées et réactualisées par d'autres équipements. Il contient donc le nom de la ressource, le lien vers la ressource, le terme auquel elle a été reliée, le format de la ressource, des commentaires critiques et la présentation. Il est organisé par feuillets qui font référence aux rubriques de la page d'accueil.
Alors, un choix de contenu thématique. Il y a une rubrique spécifique pour les malvoyants qui a été créée, puisqu'on a un service très important pour les malvoyants à Montpellier, à la fois avec des cabines, à la fois un service à distance. C'est quand même un des points forts de la médiathèque centrale de Montpellier. Chaque box a une partie du contenu variable sur une thématique, par trimestre en général. Et il y a une partie fixe, constituée d'une part par une boîte à outils de quelques logiciels libres, navigateur, lecteur vidéo, lecteur e-book, lecteur de musique, et d'autre part des e-books en relation avec les programmes scolaires. Parce que je pense que dans le domaine scolaire, là, c'est un domaine très important, la bibliothèque est très performante. Alors, les contenus thématiques varient selon les médiathèques, ils font varier. Le but est que chaque équipe soit preneur, c'est-à-dire qu'on traite les adultes, la jeunesse, le multimédia, enfin, je ne vais pas dire tous les secteurs, ça dépend de l'organisation, mais enfin, que ce ne soit pas simplement un secteur et un domaine de la bibliothèque, et que chacun s'y implique. Alors, ça peut être aussi pour une partie en lien avec l'actualité, avec les programmes scolaires, et bien sûr en rapport avec les discussions qu'il peut y avoir avec les enseignants. Ce n'est pas que cela, mais c'est aussi cela. Alors, les ressources sont classées dans des rubriques qui fonctionnent sur 2 vitesses. Donc, les sélections renouvelées tous les trimestres autour de thématiques décidées par chaque établissement. Les logiciels plus pérennes, c'est ce que je viens de dire. Alors, maintenant, ce qui est plutôt dans ce qu'il faut dire, c'est plutôt les thèmes qu'on a, par exemple, à Zola. Bon, on peut citer les 3 autres aussi. Bon, les poilus, la guerre de 14-18, bon, ça semble tellement d'actualité, ça va rester encore quelques années. Ça sent le sapin pour Noël, c'est peut-être bien pour Noël de montrer les choses. La péninsule ibérique, bon, la comédie du livre a toujours un pays invité, c'est toujours normal de le mettre. Les super-héros, on sait que ça a beaucoup de succès dans la lecture. Voilà. L'arbre, puisqu'on avait fait une action culturelle sur l'arbre, à la fois des conférences, des films, des rencontres, une exposition avec un collectionneur, donc c'est normal de le mettre en tête. La gentillesse, oui, c'est bien de rappeler un petit peu que dans un monde de brutes, d'avoir choisi ce thème. Encore, bon, on voit des postalettes au Père Noël, les bonnes résolutions, alors, vous voyez, là, voilà, des thèmes, il y en a bien d'autres, on pourrait prendre chaque équipement. À chaque renouvellement, il est possible de modifier l'image de présentation sur la page d'accueil. Le pictogramme réalisé en intra met en valeur le service et sa pérennité, et l'image permet, voilà comment on met en valeur donc ce service. Alors, donc, j'avais dit, la comédie du livre, là, on a cité seulement le mois du livre en 2014, on a des séances d'initiation, mais enfin, bon, je pense que, comme ça a été dit, cet outil ne fonctionne bien que s'il est mis effectivement en valeur par la médiation. Alors, quel est le bilan de la Bibliobox? Je peux dire que globalement, il est positif, que le nombre de téléchargements est quand même assez satisfaisant. Alors, il n'existe que dans 4 médiathèques, parce que pour l'instant, je décide de ne pas l'étendre aux autres, parce que les premières années, on avait du mal à avoir des statistiques. Donc, je voulais savoir, naturellement, si c'était seulement intéressant qualitativement, donc ce qui était bien de le faire, et si c'était quantitativement intéressant. Maintenant qu'on a pu mettre en place, progressivement, parce que pour certaines médiathèques, ça vient juste de se faire, on voit que quand même, effectivement, ce n'est pas des centaines de milliers de consultations, mais ce n'est pas 5 ou 10, quoi. Je veux dire, c'est quand même significatif. Alors bien sûr, quand c'est associé à un événement, par exemple pour la comédie du livre, bon, là on en avait eu plus de 300, effectivement, pour la comédie du livre, des téléchargements. Alors comparativement à une ressource papier, le fameux taux de rotation qu'on apprenait dans nos études, qu'on oubliait après, parfois, par trimestre et par document, qui va au-delà de 5 par rapport au nombre de documents qu'on a mis. Un taux de rotation de 5, c'est déjà pas mal. Je crois que pour des documents papier, des fois, on se retrouve avec des taux de rotation assez faibles. Alors, bien sûr, l'idéal, ce serait 7, mais bon, il faut toujours avoir un objectif ambitieux. Donc je pense que la Bibliobox est une initiative innovante, originale, et qu'il faut donc poursuivre, même si elle n'est pas, là j'ai fixé sur cet exemple, même si elle n'est pas unique, j'aurais pu décrire beaucoup plus le multimédia, dont j'ai simplement cité les logiciels, et puis il y a d'autres choses à inventer, je veux dire, il ne faut pas bien sûr s'arrêter qu'à cette expérience, même si elle peut continuer. En conclusion, je vais redire un petit peu ce que j'ai dit, que la Bibliobox ne saurait se suffire à elle-même,
Et la médiation, elle reste le maître mot des ressources numériques. On pourrait ajouter aussi la matérialisation, bon, ce qui a été décrit, mais effectivement, c'est ce qu'on fait à peu près ce que vous dites, etc. Et on est encore dans une réflexion, même dans les espaces un peu plus, dans les réflexions qu'on a sur la médiathèque centrale, sur son évolution, on a aussi cette notion de matérialisation. Et on espère pour le patrimoine, c'est pas qu'on espère, on a eu les crédits là, on va matérialiser, on a bien sûr toute une banque de données avec 600, pour l'instant en ligne on va en avoir 400 000 pages de documents numérisés, on pourra faire des e-books, j'ai déjà annoncé un peu le premier, et on pourra aussi, avec ces bandes tactiles, les mettre dans les espaces. On a obtenu là cette année 40 000 € au budget pour faire ce projet, j'espère qu'il verra donc le jour cette année ou début 2007. L'accompagnement reste indispensable, donc je porte ses fruits lorsqu'il est réalisé, parce qu'on a des gens, je pense, très motivés, on a des gens d'une compétence surprenante parfois, et ça marche aussi parce que ces personnes-là forment leurs collègues et qu'il y a un plan de formation très très important. L'autre clé de réussite, à mon avis, dans tout ce qui est dans ce domaine, c'est effectivement de diversifier les contenus qui ne sont pas présents dans l'offre commerciale. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut pas avoir d'a priori, il faut essayer d'assembler, de réunir, de mettre à disposition tous les contenus possibles, dans la limite, effectivement, du respect, je l'ai dit, des lois. Bien sûr, les outils du libre demeurent une réelle souplesse d'expérimentation avec l'usager, même s'il est important d'avoir les outils que j'ai dit, d'avoir un portail qui peut permettre de faire même de se transformer en éditeur, d'avoir un SIGB qui fonctionne, d'avoir d'autres outils qui ne sont pas liés au libre. Et effectivement, ce qui est très important, on va finir par une citation de Schopenhauer, très grand auteur. Ce n'est plus souvent que la perte des choses qui en enseigne la valeur. Qu'est-ce qu'on pourrait perdre? C'est la liberté de l'information qu'il faut défendre. Merci. Voilà, s'il y a des questions, je veux bien répondre aux questions dans la limite de mes compétences. Je suis le directeur de la bibliothèque. Bonjour, Florence Carr, responsable du secteur livre et lecture à la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Bonjour, monsieur Edvara. En fait, j'ai moi-même expérimenté ce qu'on a appelé la biblioboîte à la médiathèque des Ulysses dans l'Essonne. Et en fait, j'ai jamais pu mettre en place quelque chose qui m'aurait intéressé. Je voulais savoir si c'était quelque chose que vous aviez envisagé ou pas. Ce serait en fait parce que je sais que ça a été expérimenté en France, c'est de sortir la bibliobox de la médiathèque, l'expérimenter hors les murs, que ce soit dans des lieux autres de la ville, voire moi quelque chose que j'aurais aimé expérimenter par exemple, c'est de mettre des biblioboîtes dans les bus pour pouvoir toucher un public extrêmement varié. Alors évidemment le problème c'est la médiation, parce que c'est quand même un système qui demande d'être accompagné. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce serait souhaitable d'essayer justement de conquérir d'autres publics en la faisant sortir de vos murs, de vos bibliothèques? Alors, on ne l'a pas fait, on l'a fait ponctuellement, en tout cas, puisque lors de la Comédie du Livre, on met des ressources numériques sur la place de la comédie. Et je pense qu'effectivement, ce serait totalement intéressant, et pas que simplement pour les ressources numériques, mais pour le reste. C'est pour ça que je pense que je suis moi tout à fait favorable à... Bon, ça a changé de nom, mais j'ai essayé de trouver le bon nom de la grande fête du livre du ministère de la Culture, c'est la partie en livre cette année. Je suis tout à fait favorable à ce qu'on le faisait déjà, bien sûr, mais grâce à la sollicitation de l'État, on a amplifié ce qui se passe dehors. Et je crois qu'il faut effectivement le faire, pas simplement peut-être en juillet, mais ça, après, c'est aussi une question de moyens, d'emploi posté, voilà. Mais effectivement, c'est souhaitable. Et pour ce que vous dites, je pense que ça serait tout à fait intéressant. Alors, je ferai un commentaire, mais qui ne répond pas à votre question, puisque vous représentez la région. J'ai eu le plaisir hier de recevoir un message montrant que la région, sur sa plateforme,
venait de récupérer en OAI, donc, 60 cartes de notre base de données, et donc je m'en réjouis au titre de la coopération. Voilà, il n'y a pas que la bibliothèque nationale, je pense que... Voilà. Et on a échangé les notices aussi, je veux dire, qu'on mettra concernant des périodiques, des dépouillements de périodiques avec la bibliothèque de Nîmes. Hein, ça s'est fait il y a quelques jours, ils ne sont pas encore dans notre base de données, et on va envoyer aussi des titres qu'on a dépouillés. Je pense que c'est important de le dire. Là, c'est hors de votre question. Après, concernant les bibliobox, cet après-midi, il y aura une intervention de Carole Duguy de la bibliothèque municipale de Lyon qui parlera d'un autre projet de médiation. Donc ça permettra de continuer à explorer cette piste-là. Après, je ne sais pas si vous, dans l'assistance, vous avez mis en place des bibliobox. Essayez. Bonjour, donc je suis justement Carole Duguy qui va vous parler d'un projet bibliobox cet après-midi. C'était juste une précision pour parler des bibliobox hors bibliothèque et notamment des initiatives qui ont lieu depuis plusieurs semaines maintenant dans le cadre de Nuit debout. Il y a des biblios debout et dans plusieurs biblios debout, notamment, alors je sais que Paris, Toulouse et Lyon, mais je pense qu'il y a d'autres villes qui sont pas forcément en tout cas aussi valorisées ou présentes, enfin en tout cas dans cette initiative de biblio debout et de bibliobox debout. La plupart du temps, ce sont des bibliothécaires qui sont déjà, on va dire, affirmés dans cette médiation numérique qui vient d'être présentée pour le cas de Montpellier, qui ont justement fait ce choix de travailler avec à la fois des livres, mais aussi des supports de diffusion numérique. Et ce qui est important, c'est que la bibliobox, c'est le Wi-Fi, donc c'est une zone, c'est un espace qui est très très local, et ça a tout son sens à l'intérieur de la médiathèque, mais aussi à l'extérieur de la médiathèque, dans le cadre par exemple de Vidéo debout, pour faire ce travail essentiel qui est de valoriser l'invisible. Et donc c'est justement le moyen, par le fait d'être dans un contact de proximité, c'est le cas des Nuits debout, mais c'est le cas aussi de notre médiathèque, et c'est là-dessus où il faut reprendre l'action d'être dans cette hyper proximité, y compris avec le numérique. Peut-être faire état justement d'une petite expérimentation qu'on avait faite sur les quartiers de Nîmes autour de la bibliobox. Il y a le Mas de Maine en fait, est en périphérie d'une garrigue, et il y avait une animation de découverte de la garrigue par une association locale, et donc on leur a proposé de monter une bibliobox dans la garrigue, à proximité de la bibliothèque. On était quand même à 2 ou 3 kilomètres. Voilà. Et on est parti avec des tablettes, et pendant la visite qui était organisée par un éducateur en environnement, et bien à chaque fois on avait des stations, on s'arrêtait, la bibliobox fonctionnait sur un petit panneau solaire, on va dire, là. Et chacun se connectait pour découvrir des ressources qui avaient été données et sélectionnées par les bibliothécaires. Donc, voilà, c'est une expérience très ponctuelle qui mériterait justement qu'on ait une organisation un peu plus pérenne, mais ça faut qu'on s'organise. Et puis, voilà. Alors, j'ai 2 questions en fait. Donc, la première question, vous avez parlé de la manière dont vous avez organisé la politique documentaire pour les ressources libres de droit en complémentarité avec les ressources sous droit. Donc, j'aimerais savoir si cette réflexion concernant les collections librement diffusables et copiables vous a amené à des modes de travail ou à une réorganisation de la manière dont vous menez la politique documentaire générale dans vos établissements? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qui n'est pas facile non plus, c'est la question concernant la conservation. C'est-à-dire à quel état de réflexion vous en êtes concernant la
pérennité de ces ressources libres de droit? Alors, je commence peut-être par répondre pour la deuxième. Pour la deuxième, on les conserve, mais pour l'instant, on les conserve à court et moyen terme. On n'a pas encore eu une réflexion plus long terme, mais je crois qu'elle est vraie aussi pour les documents qu'on a numérisés. C'est un des enjeux quand même, j'allais dire, pas simplement d'un établissement, mais au niveau peut-être régional ou national, comment on conserve ces documents. Et je crois que les documents libres de droit, c'est aussi la même chose pour les documents numérisés, parce que les documents numérisés, il faut en assurer la conservation aussi, et donc c'est un dossier qui, pour l'instant, est à l'étude, dans un contexte, il faut reconnaître, qui n'est pas simple, puisqu'on est dans un contexte économique qui est quand même plutôt défavorable au traitement de ce dossier pour les années qui viennent, que ce soit ici ou ailleurs. Mais bon, c'est effectivement une véritable question, un véritable problème à résoudre pour l'avenir de ces ressources. Pour la deuxième, je dirais qu'on est pour l'instant en cours en ce qui concerne les ressources libres, parce que si vous voulez, on a déjà depuis de nombreuses années un système d'acquisition pour les documents imprimés qui n'est pas chaque service et sous-service achète pour lui. Ça fait déjà des années qu'on fait ça, peut-être, je ne me rappelle plus, peut-être plus de 10 ans, 15 ans. Donc, et les commissions sont même, ça veut dire que quand on est à Rousseau, donc à la Paillade, si on achète en BD, pas seulement pour Rousseau, mais on achète pour les autres médiathèques. Si on est dans cette commission, il y a maintenant 5 à 6 personnes. Et au début, ces commissions les gens étaient beaucoup plus nombreux. Maintenant, ils sont souvent 5 ou 6. Alors, ce qui a été progressivement, ce qui a évolué dans ces commissions, c'est que déjà, on a diminué le nombre de personnes, et surtout, on a intégré des choses qui pour nous sont de base. Donc on a commencé, alors là je vais arriver au problème des documents qui sont libres. On a intégré à part entière, j'ai dit, les jeux de société, on a intégré à part entière les jeux vidéo, etc. Donc on a tout à fait. On a intégré, c'est des ressources sous droit mais numériques. On a maintenant, non pas au tout début quand on faisait PNB, c'était un des conservateurs qui faisait des acquisitions de livres numériques. Voilà, maintenant, il a aussi un groupe d'experts où ils font les groupes numériques. Alors, c'est une commission particulière, c'est encore des commissions particulières, parce qu'on est au début. À terme, la prochaine réforme, ce sera de les intégrer dans les commissions, depuis le long, 17 commissions, je crois, thématiques, qui sont par discipline, par genre, et la musique aussi, on a toujours bien sûr sur la musique, aussi bien sûr sur le cinéma. Donc ça sera l'étape. Et pour le libre, là, pour l'instant, on commence à le faire par thème. On travaille quand même, les gens essayent de travailler avec les membres des commissions, parce que le but dans toutes ces ressources, que ce soit des ressources libres, ou que ce soit des ressources numériques payantes, ou que ce soit des ressources papier, le but c'est quand même d'avoir une unité, une réflexion globale, etc. Alors on les a déjà parce que quand même, il y a un conservateur qui coordonne la politique d'acquisition. Il y a un groupe qui coordonne cette politique d'acquisition. Et actuellement, même si on n'a pas de charte d'acquisition, on peut très bien en faire une, parce qu'on a, effectivement, on ne le fait pas d'une façon un peu aléatoire, comme on le faisait il y a 15 ans. Et c'est peut-être mieux d'ailleurs d'écrire une charte quand on est abouti dans la démarche, il faut quand même plusieurs années, que de commencer par faire une charte, comme on fait, à une époque, on faisait des chartes, mais à part exception, il y avait quelques exceptions heureuses, je ne vais pas rappeler, mais il y en a quand même quelques bibliothèques qui avaient des outils, il y en avait plusieurs qui n'avaient pas les outils, donc on faisait des chartes qui étaient des lettres de bonnes intentions, donc qui ne servaient pas grand-chose. Et pour le livre, donc là, c'est encore, j'allais dire, à évoluer, puisqu'on est qu'au tout début, mais il y a un travail en rapport avec les différentes commissions et avec la coordination que j'ai indiquée. Mais bon, en sachant que l'intégration des jeux de société, des jeux vidéo, on vient juste de le faire. Avant, on avait un système particulier qui n'était pas dans le système standard des commissions. Donc on l'a fait après, alors qu'on fait du jeu et des jeux de société depuis plus de 10 ans. Donc il faut aussi le temps pour que ce soit intégré. Et la seule chose qui est intégrée, mais là c'est pas directement pour la politique documentaire, mais tout est lié, c'est pour ça que je tenais à faire l'intervention moi-même, je tenais à le replacer dans un cadre très général. Et non pas, ça peut sembler peut-être pour certains pas assez technique et pas assez particulier. Là on vient de réformer l'innovation, ça vient de se faire. Voilà.
La note de service est prête, elle va sortir. Voilà, tout le monde, il y a eu un groupe de travail, on a travaillé des mois là-dessus. Il n'y aura plus, par exemple, de distinction innovation numérique, innovation, etc. Il va y avoir, sous forme d'une plateforme, des recherches d'idées, avec à chaque étape des validations, parce que c'est pas la peine de laisser travailler les gens 6 mois si on sait déjà que la collectivité va bourdinant sur le thème, si on sait qu'on n'a pas l'argent et qu'on n'a pas de chance de l'obtenir de nos financeurs habituels. Donc il faut quand même, voilà. Donc tout ça, on l'a mis au point. Donc ça, c'est déjà un rapprochement, on en tient de rapprocher, alors que l'innovation, etc. Et on le fera la même chose pour le reste. Vous voyez. Voilà. Mais là, on est encore dans une phase un peu de transition. Mais l'esprit, c'est vraiment de traiter tout d'une façon globale. D'une façon globale, mais progressive. C'est-à-dire, je pense que c'est toujours l'équilibre dont j'ai parlé. Hein, il faut aller vite, mais il faut parfois aller lentement vite. Voilà, des fois. Voilà. Et là, ce qu'on a axé beaucoup et qu'il faut encore continuer, il y a un conservateur qui a fait je ne sais pas combien de formations, et des collègues qui ont fait aussi, c'est la formation, parce que je pense que pour tout ça, il y a beaucoup de collègues qui sont encore au-delà de cela, qui n'ont pas encore intégré. Alors, pas dans les équipements qui ont lancé ça, je pense que c'est aussi un facteur, les bibliobox, un facteur pour intégrer tous les membres de l'équipe, pour le faire connaître, donc je pense que ça c'est un outil. Donc, au-delà même de la bibliobox, de la consultation par les usagers, c'est aussi un formidable outil de formation, et puis de convaincre que le numérique, c'est pas dangereux pour ça, hein. Et puis que c'est pas incompatible avec non plus les autres ressources. C'est plutôt complémentaire. Voilà, j'espère que j'ai répondu, mais je vous ai dit où on en était, et avec modestie, parce que c'est un domaine compliqué. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и отправить в поезд. Ноги соедините.